Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus? Écrivez-nous à contact@jinkyo.com. Ça a changé, aujourd'hui il n'y a plus de réticence de fond. Avant il y avait des gens qui disaient moi Internet jamais. Aujourd'hui ça n'existe plus, on n'entend plus ça. Les questions qu'on entend aujourd'hui sont beaucoup plus intéressantes. Les questions qui émanent des rédactions, c'est oui mais comment je fais? J'ai pas le temps. Et ça fait remonter la préoccupation au niveau du management, au niveau des arbitrages. Salut à toutes et salut à tous, salut Élise. Salut Jean-Baptiste. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Philippe Couve pour un numéro assez spécial. Salut Philippe. Bonjour. Alors numéro spécial, je disais parce que d'abord cet épisode il est prévu pour être diffusé le 6 février. Et le 6 février, c'est le jour des rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale organisée par SAMSA, l'organisme de formation que tu as créé. Absolument. Et puis numéro spécial aussi parce que ça va être le point de départ d'une nouvelle étape pour Aparté. On se connaît bien, Philippe. Voilà, on partage tous nos sujets de prédilection sur l'innovation dans les médias, etc. Et tu es venu nous voir en décembre, Élise et moi, pour lors des 9 ans de SAMSA justement, pour nous proposer de créer un partenariat autour de ce podcast. On en reparlera un peu plus en détail dans quelques minutes, mais pour commencer, on avait envie de saisir cette occasion pour que tu nous racontes ton parcours dans le monde de l'info, de journaliste radio à entrepreneur et en tout cas toujours observateur des innovations éditoriales. Et justement, on va commencer pour se mettre dans le grand bain de l'innovation éditoriale par écouter un podcast, c'est vraiment l'idéal. Salut, c'est Vidéo Mobile, le podcast. C'est un peu spécial comme épisode ce soir parce qu'on est vraiment à chaud pendant la dernière phase des rencontres Vidéo Mobile 2e édition à Paris. On est au cocktail de la fin de journée. Donc quand je vous dis que c'est à chaud, c'est vraiment à chaud. Salut Laurent. Salut, heureusement qu'on boit que de l'eau gazeuse, hein, parce que sinon je te raconte pas. Heureusement qu'il n'y a pas l'image surtout. Salut Philippe. Salut les gars. Moi je suis un peu rincé là. Comment il va le Philippe? Écoute, ça va parce que la journée s'est bien passée. Je pense que les gens, l'organisation a tenu, la météo nous a permis d'avoir à peu près tout le monde et les gens me disent qu'ils ont été contents sur les contenus, de ce qu'ils ont entendu, des rencontres qu'ils ont pu faire. Alors, on vient d'entendre le podcast Vidéo Mobile qui a été enregistré il y a exactement un an, donc lors de la 2e édition des rencontres de la vidéo mobile que tu organises, Philippe. C'était les 3e l'année dernière. Ah, c'était les 3e, pardon. Cette année, donc, elles se tiennent aujourd'hui, jour de mise en ligne de ce podcast, et tu as rajouté une nouvelle thématique à la vidéo mobile, c'est l'innovation éditoriale. Pourquoi ? Moi, ça m'intéresse depuis très très longtemps, on en reparlera peut-être, ces questions d'innovation éditoriale, comment nos médias, comment nos organisations doivent muter aujourd'hui pour produire des contenus. Sans raconter ma vie, mais lorsque j'étais étudiant en journalisme, j'ai eu énormément de mal à choisir quand on m'a demandé de me spécialiser. Est-ce que tu veux faire radio, télévision, presse écrite, agence de presse, etc. Pour moi, c'était une horreur. C'était en 1990, il n'y avait pas encore de web journalisme et j'avais beaucoup de mal à choisir. Donc, dès que j'ai vu arriver Internet, avec tout, on pouvait tout faire dans le même média, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et lorsque j'ai vu arriver les smartphones qui pouvaient faire de la vidéo, je me suis dit, là, il y a un truc qui est en train de se passer. J'avais vu auparavant les blogs, et les blogs avaient donné à tout un chacun la possibilité de prendre la parole en texte, éventuellement en image, mais principalement en texte. Et là, je voyais avec cet iPhone que Steve Jobs était en train de présenter version après version avec des capacités vidéo qui étaient en train d'augmenter. Quelque chose qui était de même nature, pouvoir donner à tout un chacun le pouvoir de produire de la vidéo. Et donc, on a commencé comme ça, et petit à petit, parce que cette problématique, elle n'est pas uniquement technique, on a vu que les gens qui venaient dans ces rencontres au fil des années, ils avaient des questions qui étaient beaucoup plus larges. Ils voulaient savoir aujourd'hui, finalement, comment s'adresser à leurs audiences, quel truchement choisir. Est-ce qu'il fallait faire du texte, des stories, de la vidéo, du podcast, etc. Et si on devait en faire comment, avec quelles intentions, avec quel matériel, etc. Et donc, au final, on a décidé cette année d'élargir au-delà de la vidéo mobile, vers l'innovation éditoriale dans un sens beaucoup plus large. L'innovation, pour toi, c'est beaucoup la tech, les formats, les outils.
C'est un peu tout à la fois, c'est surtout la sauce qu'on fait avec. Il y a bien sûr des ingrédients techniques ou technologiques dedans. Il y a beaucoup des changements d'approche, de mindset, d'état d'esprit. Lorsqu'on aujourd'hui s'adresse à des audiences qui sont sur des plateformes numériques, on peut pas s'adresser de la même manière qu'on le faisait lorsqu'on était sur des médias généralistes qui, dans l'idée, toucher tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus du tout la situation. Et puis, on doit essayer de voir comment on peut tourner un peu les choses, les bricoler. Alors moi, c'est mon passé de radio aussi qui me fait ça. On a toujours beaucoup bricolé, beaucoup manipulé en radio. Et là, avec aujourd'hui ces formats, ces outils, on doit faire la même chose, essayer d'en tirer le meilleur parti. Et c'est tout ça dont on parle dans cette journée de rencontre. Tu dis que tu as vu avec Steve Jobs et les évolutions de l'iPhone, cette question de la vidéo mobile apparaître. Aujourd'hui, en 2020, tu dirais, c'est quoi la prochaine tendance importante dans les médias ? Pas forcément technologique, mais justement, qu'est-ce qu'on attend là en 2020 là par exemple ? Aujourd'hui, aux journées aux rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale, de quoi on va parler ? Alors on va parler de tout un tas de choses et on va parler notamment de podcasts aussi, parce que je pense que ça c'est le dernier finalement pan qui était absent. Aujourd'hui, on avait vu que le texte avait été mis entre les mains de tout le monde. On peut aujourd'hui publier du texte sans avoir des connaissances techniques particulières, qui qu'on soit, et pas de budget. On peut faire de la vidéo à peu près dans les mêmes conditions. Il restait, je dirais, le dernier pan, c'était sur l'audio. Et aujourd'hui, avec le podcast, on voit que avec des moyens relativement faibles et des connaissances, des compétences relativement limitées, on peut arriver tout un chacun à prendre la parole et beaucoup de gens le font. Donc, les trois médias d'origine, texte, alors on ne parle même pas de la photo, puisque tout le monde, bien sûr, fait de la photo et publie de la photo aujourd'hui. Texte, vidéo et audio, aujourd'hui, sont rentrés de plein pied dans l'ère numérique. Les prochaines révolutions, je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau des stories, sur la manière dont on conçoit, dont on rend visible des contenus à travers les stories, c'est quelque chose de complètement nouveau. Si je dis que c'est nouveau, ça fait quelques années que ça existe, mais dans l'appréhension que peuvent en avoir les professionnels, je pense que ça reste encore assez largement nouveau. Et puis, décris cette innovation dans la manière de raconter ? Alors, il y a une innovation dans la manière de raconter, c'est-à-dire séquencer en petites vidéos ou en petites animations une histoire, mais il y a aussi le fait que se faire connaître, ça n'est plus être référencé au sens de Google comme on l'a fait depuis des années, mais c'est être visible dès sa première carte de sa stories. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on se rend bien visible et accessible ? C'est des choses encore relativement peu maîtrisées, je dirais, par les professionnels des médias notamment. Les rencontres de la vidéo mobile sont organisées par ton entreprise, Samsa. Alors parlons un petit peu dessous des cartes. À quoi ça sert pour toi, pour Samsa, ces rencontres ? Est-ce que c'est une tribune, de la visibilité, des sous-sous ? Alors, ça sert pas à gagner d'argent déjà. On va essayer, on va tendre le coup tout de suite à cette option-là. Ça en perd même parfois. L'idée, en fait, si je dis ça, ça va paraître un peu au pays des startups, mais au départ, nous, on faisait des formations, on rencontrait des gens tout au long de l'année, notamment sur les problématiques de vidéo mobile, et qui nous disaient « Ah oui, mais moi j'ai tenté ça, mais tu sais pas s'il y a pas quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait, ou on voudrait faire ça, mais est-ce que tu sais pas si quelqu'un a déjà tenté ce truc-là, etc. Ou tel matériel, est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça ou autrement ?» C'est besoin un peu de collaboratif, finalement. Et on s'est dit, le plus simple, peut-être, ça serait de regrouper tout le monde et que chacun vienne raconter sans faux semblant, je dirais. Et chaque fois, je dis c'est 0% bullshit, c'est-à-dire on a essayé tel truc, ça n'a pas marché, mais on l'a fait autrement, finalement, etc. Et que chacun raconte là où il s'est planté, là où il a réussi à surmonter les difficultés, là où il a, là où ça a un peu marché, là où ça a très bien marché, etc. Donc les gens viennent raconter tout ça. Et après, il ne faut pas cacher non plus que ça a servi
pour la visibilité, pour la crédibilité de samsa.fr. Je pense que quand les gens, au cours des 2 premières éditions notamment, ont vu qu'on était capable d'organiser un événement de dimension internationale qui réunissait 500 personnes environ, avec un plateau de grande qualité, je pense que ça leur a donné l'idée aussi qu'on pouvait faire des programmes de formation éventuellement assez amples avec le même niveau d'exigence. Et c'est ce qu'on a fait par la suite. Donc je pense que ça a favorisé aussi notre croissance, ou en tout cas la perception qu'avaient de nous un certain nombre d'acteurs. Alors, en parlant de formation, et notamment de formation dans les entreprises de presse, c'est ton cœur de métier, est-ce que tu as vu, depuis que tu es rentré sur ce créneau-là, ou depuis que tu connais la presse tout simplement, une évolution là-dessus? On sait quand même que dans les médias, et notamment les journalistes, n'était pas une profession qui se formait tout au long de la vie, comme on dit, pour parler de la formation continue, ou assez peu, que c'était assez peu ancré. On apprenait une fois le journalisme, mais ensuite c'était sur le terrain qu'on continuait de se former. Est-ce que tu penses que ça a changé? Oui, ça a changé. À l'époque, entre 2000 et 2006, j'ai dirigé la rédaction Internet de RFI. Et à l'époque, mon défi, c'était de mettre de la radio dans Internet. C'était ça. Et de convaincre aussi mes confrères, mes collègues, qu'il y avait quelque chose à faire sur ce média. Honnêtement, c'était pas facile. Personne n'en avait rien à faire. Les gens pensaient que Internet c'était un peu comme le service informatique. Quand j'ai dit je pars au service Internet, les gens pensaient que j'allais réparer des imprimantes, brancher des câbles, ce genre de choses. Donc il y avait dans la décennie 2000-2010 énormément de gens à convaincre. C'était très difficile. C'était vraiment pas gagné. On était un certain nombre dans différents médias. Je pense notamment à Johan Hufnagel, qui était à l'époque responsable du site de Libé, où on galérait chacun de notre côté pour essayer de convaincre les entre guillemets vrais journalistes de venir faire quelque chose sur Internet. Donc ensuite, moi j'ai quitté techniquement le journalisme pour monter Samsa et devenir plutôt formateur et consultant. Donc ça, c'est la décennie 2010-2020. Et là, au contraire, ça a changé parce que maintenant je vois les gens arriver, des gens qui voulaient pas entendre ce que je racontais, qui sont arrivés ensuite en me disant: est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous former, est-ce que tu peux nous accompagner, est-ce que tu peux nous dire comment faire au mieux, ou comment limiter le nombre d'erreurs qu'on peut faire. Donc ça a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de réticence de fond. Avant, il y avait des gens qui disaient: moi, Internet, jamais. Aujourd'hui, ça n'existe plus, on n'entend plus ça. Les questions qu'on entend aujourd'hui sont beaucoup plus intéressantes. Les questions qui émanent des rédactions, c'est: oui, mais comment je fais? J'ai pas le temps. Et ça fait remonter en fait la préoccupation d'un cran. Ça fait remonter la préoccupation au niveau du management, au niveau des arbitrages qu'il peut y avoir à rendre. Comment faire en sorte pour que les gens aient le temps aussi de produire des contenus pour d'autres supports que la presse écrite, si on est en presse écrite, la radio si on est en radio, ou la télé si on est en télé. Et est-ce que tout le monde doit savoir tout faire ? Alors ça, c'est une deuxième question. On va y revenir après. Mais on se rend compte, pour terminer, que dans cette couche du management intermédiaire qui va, grosso modo, des chefs de service aux rédacteurs en chef, il y a souvent des gens qui sont relativement mal armés pour répondre à ces questions et pour rendre ces arbitrages. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui aujourd'hui, on va dire, ont entre 40 et 50 ans, qui ont fait l'essentiel de leur carrière dans le média traditionnel. Et ce qu'on leur a demandé pendant des années et des années, c'était de faire tourner le média traditionnel dans des conditions qui, notamment pour la presse écrite, étaient de plus en plus difficiles économiquement. Donc, ils avaient la tête dans le guidon, ils pédalaient et ils essayaient de faire ce qu'on leur demandait le mieux possible. Résultat des courses, beaucoup d'entre eux, ils ont assez peu vu, assez peu pratiqué tout ce qui se passait dans le numérique. Et aujourd'hui, on leur dit, il faut prendre ça en charge, et souvent, ils sont pas très bien équipés pour faire ça. Et donc, c'est là aussi où nous, on vient nous chercher pour nous dire, OK, est-ce que vous pouvez nous aider à former nos managers, à leur donner les outils, les clés pour arriver à s'en sortir dans cet univers. Après, la question de savoir s'il faut faire, si on doit tout faire, je reposerai la question. Je dirais, oui, on peut tout faire si on ne fait pas tout en même temps et dans une période de temps trop limitée. En revanche, si les délais sont très serrés, non, on ne peut pas tout faire.
Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté très tôt, dès le début des années 2000, avec les grands reporters, mes anciens collègues qui partaient en reportage pour RFI en Irak ou ailleurs. Je pense notamment à Lucas Manger, avec qui on a fait ça. C'était clair qu'il était impossible d'être sur le terrain dans des conditions de sécurité, de transmission difficiles, avec une antenne radio qui demandait de la production quasiment à jet continu, de travailler en plus pour Internet. En revanche, ce qui était possible, c'est que après coup, après le retour, on pouvait faire des choses sur une temporalité différente. Je me souviens qu'on a fait des carnets de bord de reporters en Irak avec Lucas à l'époque, mais ça se faisait après coup avec une écriture différente, avec beaucoup de photos qu'il avait prises sur le moment. Et donc, on peut tout faire, mais pas forcément tout en même temps. Alors, on va revenir un tout petit peu justement sur ta période de journaliste et puis ce que tu as fait après. Un petit son. L'atelier des médias, la web émission participative. RFI. Philippe Couve, Simon de Creuse. Et vous. Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. On s'intéresse ici aux médias, à tous les médias classiques, mais aussi les médias personnels comme les blogs ou les sites de partage de vidéos sur lesquels on trouve 1001 manières de souhaiter une bonne année. Alors là, on est il y a plus de 10 ans, donc dans les années 2000, quelque part, tu sauras sans doute le situer. Janvier 2008, exactement. Merci Élise. Et alors Élise, donc, qui s'est plongée dans ton passé, a déterré le blog que tu as signé il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, au moment où tu annonces ton départ de RFI, et tu écris ceci: « Ma conviction, il faut innover. Ma certitude, il faut former les équipes. Mon credo, il faut se mettre en veille permanente. » Alors j'imagine que tu ne vas pas renier ces quelques phrases bien senties, mais est-ce que tu redirais exactement les mêmes choses de la même manière ? Ah oui, je crois que je dirais les mêmes choses de la même manière. Et puis, par rapport à cette émission, l'Atelier des médias, j'ai une grande fierté à plusieurs titres. L'émission, elle est née en 2007, donc ça fait 13 ans. Aujourd'hui, en France en tout cas, c'était vraiment la première, c'est même pas émission, c'est la première proposition de ce genre qui était disponible. Donc ça, c'est la première fierté. La deuxième, c'est que je pense que, y compris au niveau de la forme radiophonique, on a trouvé avec Simon de Creuse à l'époque une forme qui restituait l'idée véritablement de ce qu'on veut faire. Pour vous donner un simple exemple, on n'a pas entendu le générique, mais en fait il n'y a pas de générique dans cette émission. Enfin, le générique vient plus tard. La première chose qu'on entendait dans l'émission, c'était un membre de la communauté qui prenait la parole et qui racontait quelque chose. Donc là aussi, ça venait bousculer un nombre incroyable de choses que les gens de la radio avaient en tête. Et puis la troisième fierté, je dirais, c'est une fierté... non, j'en ai plusieurs même. Une, c'est donc cette émission et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux étaient notamment à destination de l'Afrique. C'est l'audience principale de RFI. Et aujourd'hui, ça m'arrive très très régulièrement d'aller en Afrique francophone, et que des gens me disent... Et moi, j'étais membre de la communauté de l'Atelier des médias et j'étais mondo-blogueur, puisqu'on avait créé ensuite, initié en tout cas avec Cédric Kalonji, une plateforme de blog qui s'appelle Mondoblog et qui existe aujourd'hui et qui a accueilli près de 800 jeunes blogueurs, principalement africains, sélectionnés tous et qui ont fait des choses formidables par la suite. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a une famille au-delà de ces blogueurs. L'émission, après mon départ, a été reprise en main par Ziad Malouf, puis par Julien Lebotte et aujourd'hui par Steven Jambeau, avec toujours Simon de Creuse en figure tutélaire. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment une famille professionnelle et Steven Jambeau, par exemple, a été le tout premier stagiaire de l'Atelier des médias. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est lui qui pilote l'émission. Alors, rayon fierté, on va rester là-dedans. Mais côté entrepreneur, aujourd'hui, c'est quoi finalement ce dont tu es le plus fier ? C'est d'avoir réussi justement ce changement de manière d'être, de travailler. Et de quoi tu es le plus fier sur Samsa en termes de, nombre d'employés, volume de formation. Comment tu peux lister tes fiertés justement sur ta vie, tes 10 ans d'entrepreneur ? Survival is a Success, c'était l'un des titres d'un rapport du Reuters Institute sur les
Pure Player qui a été publié au milieu des années 2000. La survie est un succès. Et pour les entrepreneurs, je pense que déjà, la survie, d'être présent 10 ans plus tard, c'est déjà un succès. Si on parle de fierté, ça se place jamais en termes de chiffres au sens chiffre d'affaires, résultats ou etc. La fierté, c'est d'avoir su créer une équipe, d'avoir su insuffler un état d'esprit. Un peu tous les entrepreneurs dans les émissions. Non, mais je sais que c'est vrai, mais explique-nous pourquoi c'est vraiment plus important que d'avoir de quoi les payer. Et il faut avoir de quoi les payer. Et quand je disais la survie est un succès, c'est la survie économique. Déjà, le fait d'être toujours là et de toujours payer les salaires en temps et en heure, voire de les faire augmenter, etc. C'est une satisfaction. Quand je disais créer une équipe, c'est aussi inventer un mode de travail. C'est des choses qu'on avait déjà commencé à faire du temps de l'atelier des médias, mais on travaille qu'avec des outils collaboratifs. L'équipe chez samsa.fr, elle est composée de salariés dont beaucoup d'entre eux sont à temps partiel, dont une partie d'entre eux ne vivent pas à Paris. Donc on travaille à distance, on travaille sur des modes non continus. Ça nécessite une grande flexibilité, une grande agilité, et ça on a réussi à le faire, et je pense que tout le monde y trouve son compte, et que nos clients ne s'en aperçoivent absolument pas, et que ça constitue absolument pas un problème. Et ça, je pense que c'est une réussite, parce que je pense qu'on doit aussi aujourd'hui réinventer la manière dont on travaille. On peut c'est pas... une entreprise libérée sans le dire, ou tu appelles ça comment, toi ? J'appelle pas ça, c'est chez nous, c'est comme ça, voilà. Mais on peut pas se pointer à longueur de temps dans des médias, dans des entreprises diverses et variées, et leur dire il faut changer vos manières de fonctionner, et nous-mêmes être sur des schémas archi classiques, archi vieillots, archi tapés, je dirais, d'une certaine manière. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est bon pour tout le monde, mais en tout cas nous, la manière dont on s'est organisé, on a essayé de tirer le meilleur parti de ce que les outils, de ce que les méthodes qu'on connaît aujourd'hui nous permettent d'avoir, parce que ça correspondait à notre besoin, ça correspondait à ce qu'on veut faire. Après, on ne veut pas faire du prosélytisme ou faire une méthode en disant voilà, il faut faire absolument comme nous. Néanmoins, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fait chez nous qui peuvent être intéressantes beaucoup pour d'autres. Donc ça, c'est créer une équipe qui défend des valeurs, notamment en termes de qualité de ce qu'on fait. Et l'une de mes fiertés, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on perd quasiment pas de clients. Ça, pour moi, c'est une très grande fierté. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec nous reviennent travailler avec nous. Ça, c'est pour moi un signe que la qualité de ce qu'on délivre est à la hauteur des attentes. Et puis une autre fierté, c'est on a aujourd'hui une communauté d'environ une cinquantaine de formateurs, formatrices, experts, expertes, consultants, consultantes autour de samsa.fr, comme Élise par exemple, qui a fait des interventions pour nous. Et j'ai la satisfaction, parce qu'ils me l'ont dit, qu'un certain nombre d'entre eux sont fiers de se retrouver dans cette communauté-là. Et quand on fait des rendez-vous pour des formations de formateurs, ou parfois juste pour boire un coup, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent croiser un tel ou une telle, etc. Et je trouve que c'est bien d'avoir réussi à constituer une équipe à laquelle les gens sont fiers d'appartenir, ou voudraient appartenir s'ils ne sont pas encore dedans. Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans ces années-là ? Bizarrement, je dirais que rien n'a été véritablement très difficile, parce que on s'est pas fixé des objectifs et on a couru après des objectifs. Moi, je dirais que je suis devenu chef d'entreprise un peu par accident. Quand il y a 10 ans, j'ai quitté RFI, il s'agissait de créer mon entreprise pour créer mon emploi. Je n'avais pas du tout comme plan que 10 ans après, j'aurais 10 salariés, etc., etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que les choses allant bien, ça nous a donné 25% de croissance chaque année depuis 4 ans. Et donc, à partir de là, on a pu embaucher des gens, on a pu croître et professionnaliser nos méthodes, etc. Donc, les choses se sont faites, je dirais, naturellement, et pas sous la pression d'une levée de fonds, parce qu'on n'a pas fait de levée de fonds, ou d'un actionnaire quelconque, parce que le seul actionnaire jusqu'à il y a peu de temps, c'était moi, et que je n'ai jamais sorti 1 euro de dividende de l'entreprise. Donc tout a été entièrement réinvesti dans la boîte.
Alors juste un mot avant de conclure, est-ce que tu penses aujourd'hui que dans cette transformation des journalistes, tu disais créer son emploi, est-ce que d'une certaine manière, tous les journalistes deviennent un peu entrepreneurs ? Je pense que les journalistes sont de toute façon, enfin non, il y a des exceptions, mais beaucoup d'entre eux sont entrepreneurs dans l'âme parce que penser à un sujet, penser à une enquête, etc., c'est quelque part... Mais ce qui est nouveau, c'est de se préoccuper aussi de financer son podcast, son blog, de créer une communauté. Alors ça, c'est quelque chose, je pense que de plus en plus de gens en sont conscients. En revanche, peu ont les compétences pour au départ, ou en tout cas se sont posé la question suffisamment des compétences nécessaires pour faire ça. Et moi, je le vois parce qu'il y a j'ai développé c'est une petite masterclass que j'ai donnée notamment chez Damien Van Acter dans son programme Pilote Média. En Belgique. C'est en Belgique, absolument, pour des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, journalistes entrepreneurs, qui consiste à voir quelles sont les qualités d'un journaliste, quelles sont les qualités qu'on attend d'un chef d'entreprise et voir où se situe le décalage et voir comment on arrive à combler le décalage. Et en fait, ce que je vois, moi, en ayant ces échanges, parce que beaucoup de gens viennent me voir, me poser des questions, etc., c'est que, en fait, les journalistes ont des tas d'avantages, savent faire un tas de choses, notamment en termes relationnels, notamment ils savent poser des questions. Et ça a l'air d'une banalité absolue, mais quand on discute avec des créateurs d'entreprises qui viennent d'autres mondes, parfois ils sont confronté à une question, je dis, va demander. Ah, j'avais pas pensé que je pouvais poser la question. Et pour nous, journalistes, c'est vraiment pas un problème. Donc, il faut savoir qu'il y a des domaines dans lesquels on a des avantages comparatifs par rapport à d'autres, celui-là et d'autres. En revanche, il y a des domaines sur lesquels on a, au contraire, des déficiences comparatives. Et donc, soit il faut se former soi-même, soit il faut s'associer avec des gens qui ont des compétences complémentaires pour le faire. Merci Philippe. Voici venu le temps de la conclusion de cet épisode. On n'oublie pas ce qu'on vous a dit au tout début et on va vous expliquer un petit peu plus ce qu'on a l'intention de faire avec toi et avec ton équipe. Donc d'intégrer Samsa dans la réalisation de ce podcast Aparté. Quelques nouveaux intervieweurs, dont toi Philippe, peut-être Marianne, Sébastien, on verra, prendront de temps en temps ma place ou celle de Jean-Baptiste pour apporter des nouvelles manières de voir, d'interroger, de poser des questions. Le format restera le même, c'est-à-dire qu'on aura des invités qui viendront nous parler de leur réalisation. On essaiera aussi de proposer des épisodes peut-être un peu plus longs, de réflexion sur l'état des médias en prenant de la hauteur, du recul. Les épisodes continueront d'être mis en ligne tous les jeudis et on espère que vous nous resterez fidèles. C'est une très belle année qui s'ouvre pour nous. Ça fait pile un an que Aparté a commencé. On est très contents, Jean-Baptiste et moi, d'avoir tenu. C'est ça, c'est aussi ça. Survival. Voilà, Survival tout en success. Plus en passant hebdo. Voilà, on est passé effectivement hebdomadaire depuis le mois de septembre. Tous les gens que nous avons rencontrés ou interviewés à distance, puisqu'on fait ça fréquemment aussi, ont été passionnants et nous savons que vous êtes régulièrement au rendez-vous. Restez-y. N'hésitez pas à vous abonner à Aparté sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous mettre des étoiles pour ceux qui utilisent Apple Podcast. C'est très utile. À la semaine prochaine donc. Merci Philippe. beaucoup Philippe. Bientôt à notre place. À très bientôt. Salut Jean-Baptiste. Salut Élise, à la semaine prochaine. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone. Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.